Il y avait une caravane sur Buck Mountain Road. Elle était à une vingtaine de mètres de la route. C'est un endroit très isolé. Le vendredi 13 novembre, il a dit qu'il allait m'emmener là-bas, mais j'avais peur d'aller où que ce soit avec lui, sauf si c'était dans un endroit où il y aurait des témoins. Il n'y avait pas de voisins, et vu la configuration de la propriété, on ne voyait rien depuis la route. Donc, une fois là-bas, on était à leur merci. Personne ne pouvait nous entendre, ni venir à notre secours. Quand on vous emmenait là-bas, c'était fini. Vous ne repartiez plus jamais de cet endroit. Le 17 novembre 2015, Virginia Rodriguez fête son anniversaire. Chaque année, sans exception, son fils Pepe l'appelle pour l'occasion. À cette époque, Pepe est un bel homme de 56 ans. Son vrai nom est José Herán. Il est originaire du New Jersey, mais il a emménagé en Pennsylvanie parce qu'un ami lui avait dit qu'il allait avoir besoin de lui et qu'il pouvait même le loger. Cette année-là, Pepe n'a pas appelé sa mère. Pepe a eu quelques ennuis avec la justice, mais ce n'est pas un mauvais bougre. Il est en liberté conditionnelle pour une histoire de drogue. Il est sorti de prison, mais il doit régulièrement prendre contact avec son agente de probation. Et il s'y tient. Ça se fait en présentiel ou par téléphone. Puis il a cessé tout contact, comme s'il avait disparu. Son agente de probation commence à s'inquiéter. Elle tente de le retrouver. Évidemment, on peut imaginer que s'il est en fuite, il ne va pas appeler son agente de probation. Mais le fait qu'il n'appelle pas sa mère, alors qu'il n'oublie jamais son anniversaire, ça, c'est très suspect. Virginia Rodriguez, un peu paniquée, n'arrête pas de l'appeler, mais elle tombe directement sur sa messagerie. Sa famille n'a plus de nouvelles de lui. Absolument rien au monde n'aurait pu l'éloigner de sa mère et de sa fille. Virginia Rodriguez dit aux forces de l'ordre qu'elle a parlé à son fils pour la dernière fois le 13 novembre 2015. C'était un vendredi 13. J'étais superviseur de la brigade criminelle de la police d'État de Pennsylvanie depuis 17 ans. Quand on est appelé pour mener l'enquête, on comprend vite que ce n'est pas une affaire ordinaire. Je travaillais sur un vieux dossier et mon supérieur a voulu qu'on laisse tomber tout ce qu'on faisait pour nous concentrer sur cette nouvelle affaire. On commence à enquêter. On interroge une personne, on suit la piste qu'elle nous donne, puis on interroge quelqu'un d'autre. On essaye aussi de savoir si Pepe a utilisé son passeport pour quitter le pays. Mais aucune piste n'a donné quoi que ce soit. À ce moment-là, on sait que Pepe a emménagé à Waverly. Donc, les forces de l'ordre vont pouvoir enquêter sur cette période d'un mois, allant d'octobre au 13 novembre, à savoir le jour où il s'est volatilisé. Il a totalement disparu de la surface de la Terre. Le district de Waverly se trouve au nord-est de la Pennsylvanie. C'est un endroit assez isolé, au milieu de nulle part. Il s'étend sur 9 km² et compte environ 2500 habitants. Sa communauté est très soudée. Tout le monde se connaît. La ville fait un peu penser à la colline à des yeux. Elle donne ce sentiment oppressant d'être observé en permanence. Juste à côté de Waverly, il y a le canton de Foster. Ce n'est que de la forêt, des centaines d'hectares de forêt.
Puis il y a le rocher canapé, sur Buck Mountain Road. C'est un rocher qui ressemble à un canapé. On dit que si vous vous asseyez dessus une première fois, il vous portera malheur. La deuxième fois, une personne que vous connaissez mourra. Et la troisième fois, c'est vous qui mourrez. Jamais je n'oserais m'asseoir dessus. Il y a une grande fresque dans le lycée qui représente Madame Schwab. C'est son mari qui a construit cette école. Et quand on jette un œil par la fenêtre la nuit et qu'on regarde par-dessus l'épaule de Madame Schwab, on a l'impression de voir le visage d'Hitler. Mais il n'y a pas de peinture d'Hitler. Les gens viennent de partout pour voir ça. À l'approche d'Halloween, la police de Weatherly doit tous les ans gérer ce qu'on appelle le trio. Les gens s'arrêtent d'abord devant l'école pour voir le visage d'Hitler. Puis, ils vont au cimetière hanté et au rocher canapé. Le 6 août 2016, près d'un an après la disparition de Pépé, vers 2 heures du matin, je reçois un appel de mon chef qui m'informe qu'un incendie s'est déclaré en ville. Alors je me lève d'un coup, j'enfile des vêtements et je saute dans ma voiture. Ce soir-là, une maison est en feu sur la 3e rue. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tout brûle. La chaleur est tellement intense que je sens des cloques se former sur la partie gauche de mon visage. On sent l'odeur des bardeaux qui brûlent. Ça pique le nez, on sent l'odeur de l'asphalte et de la façade en vinyle qui crame. C'est bien pire que ce à quoi je m'attendais. Il y a 3 maisons en feu. Mais par chance, tout le monde s'en est sorti indemne. Notre chien de détection repère des endroits où des produits accélérants ont été utilisés. C'est un incendie criminel. Je demande à mes agents d'aller interroger les voisins. On doit découvrir qui a mis le feu, comment et pourquoi. Le lendemain matin, alors qu'on mène l'enquête, je découvre que le propriétaire de la maison est Roberto Turner. Il approche la cinquantaine. C'est un type sûr de lui, presque aussi large que grand. Aujourd'hui, on démonte tout ça à l'aide de nos gros bras, morceau par morceau. Évidemment que j'adore mon travail. Ce sera pas votre cas? Roberto Turner est bien connu dans le coin. Il ne vient pas de la région, mais il a tout fait pour s'intégrer et devenir un membre actif de la communauté. Il s'implique en politique, il veut prendre part au gouvernement local, acheter des biens, les rénover, se lier d'amitié avec le chef de la police, avec le maire, et peut-être même devenir maire lui-même. Je demande à Turner de venir me voir au poste de police pour me donner plus d'informations sur la maison et son agencement. Il parle fort, il est assez sympathique, il a une sacrée personnalité. Les locataires de sa maison n'ont pas payé leur loyer. Une semaine plus tôt, après le départ de ses locataires, il est allé nettoyer la maison. Il ne me donne pas d'informations cruciales. Je demande plusieurs fois à Roberto s'il est impliqué dans l'incendie. Mais il m'assure que ce n'est pas le cas et qu'il n'a rien à voir là-dedans. Je lui pose des questions basiques. La maison est-elle assurée? Savez-vous ce qui s'est passé? Avez-vous eu des différends avec quelqu'un? Mes agents vérifient si les maisons voisines sont équipées de caméras de surveillance. On en trouve une quelques rues plus loin. Sur les images, je remarque une Mitsubishi Eclipse blanche avec un aileron à l'arrière. Elle m'a marqué. Elle est très particulière. Je ne sais pas si elle est liée à l'affaire, mais je dois la retrouver. L'incendie a provoqué plus d'1 million de dollars de dégâts. Alors, j'ai décidé de faire venir l'ATF.
On obtient des mandats de perquisition pour toutes les propriétés de Turner. Ce matin-là, on perquisitionne le Cottage Hotel en premier. Le Cottage Hotel est un bâtiment de 3 étages, de couleur rose, avec des gargouilles à l'entrée. C'est un endroit assez étrange, un lieu de passage. Les gens qui vivent au cottage semblent avoir peur de parler, sans qu'on sache pourquoi. Ils nous disent tous « Je ne sais rien, je ne peux pas vous aider ». Pendant que je m'entretiens avec les résidents du cottage, un individu se présente à moi et me désigne un résident qu'il me conseille d'interroger. Il vit là depuis environ 2 ou 3 ans. Ce n'est pas encore un suspect, juste une personne à qui on pose des questions. Ça, c'est moi en 2014, quand je me suis installé au cottage. À ce moment-là, je n'ai absolument aucune idée de ce qui m'attend. Un soir, vers 23 h, je reçois l'appel d'un numéro masqué. Je réponds et c'est le sergent Bogart. Il me dit quelque chose comme « Regardez par la fenêtre, je suis garé dans la voiture blanche. Descendez, montez en voiture avec moi, je vais vous emmener quelque part, vous allez devoir me parler. » Et puis il ajoute « Il ne va rien vous arriver, on va vous protéger. » Je finis par accepter et je lui dis « Il y a un endroit à 5 km de là. Quand il fera nuit et que tout le monde sera parti ou couché, je vous rejoindrai là-bas. » J'ai fini par monter dans sa voiture, terrifié. N'importe qui peut vous montrer un badge en prétendant être flic. Il verrouille les portières, puis il démarre. Donc je me retrouve dans une voiture avec un grand type chauve armé qui roule en direction de la forêt. Il emprunte un chemin étrange pour aller à Weatherly. Je n'étais jamais passé par là. Il ne m'adresse pas un mot. Donc ça m'effraie encore plus. J'ai la main sur la poignée de la porte. Je suis sur le point de sauter. Puis on arrive au poste de police de Weatherly. Il m'emmène dans une pièce remplie d'agents fédéraux. Donc je suis choqué, vraiment choqué. L'agent Bogart essaie de me rassurer comme il peut. Il me dit « Tout va bien, tout va bien. » On s'est assis et on l'a interrogé sur les événements. C'est pas une arrestation. Vous partez quand vous voulez. La porte est ouverte. Vous pouvez sortir à tout moment. D'accord? Que ce soit bien clair. C'est compliqué. Je sais. Et j'ai peur. J'ai peur pour ma sécurité et pour mon fils. J'avoue que je sais ce qu'il s'est passé pour l'incendie et j'essaie de leur faire comprendre que je n'y suis pour rien. Ils ne me croient pas du tout. Pas une seule seconde. Je pense que Donnie Warren a dû prendre une décision très difficile. Rallier l'équipe des gentils ou l'équipe des méchants. Puis je leur dis que je sais ce qui est arrivé à Pépé. Vous devez être totalement honnête avec nous. Je veux faire ce qui est juste. Donnie Warren réside au Cottage Hotel. C'est un sacré énergumène. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout ce qu'il nous raconte, c'est presque difficile à croire. Il commence par nous dire qu'il est atteint de la maladie du vampire. Je ne savais pas ce que c'était. Quand je suis très stressé, ma peau s'abîme. Des trous se forment dans ma peau. On lui répond « Intéressant, Donnie. » Ils me regardent comme si je leur avais dit que j'avais été enlevé par les extraterrestres. On a ensuite su que c'était une vraie maladie appelée porphyrie. Quand le malade est stressé ou se met au soleil, des lésions cutanées se créent. C'est très étrange. Puis, il me dit qu'il conduit une Eclipse blanche. Je lui demande si elle a un aileron et il me dit « Oui ». Son histoire tient la route. Il était sur les lieux. Une photo le prouve. Donnie a l'air de nous dire la vérité. Ensuite, il a voulu parler à un responsable. Je lui dis, voilà ce qui s'est réellement passé. Je me suis installé au cottage aux alentours de novembre, 2 ans plus tôt. À l'époque, je viens de me séparer de ma petite amie. Donc j'ai absolument besoin d'un endroit où loger. Là-bas, les gens vont et viennent constamment. Une femme, Alba,
s'occupe des personnes âgées qui logent au cottage. Il y a une famille qui vit au bout du couloir, un couple et leurs 2 enfants. Pépé vivait là? Oui, Pépé était au cottage à ce moment-là. Pépé, ou plutôt José Herán, s'est installé au cottage vers début novembre de cette année-là. Il n'y est resté qu'une semaine et demie, voire 2 semaines maximum. J'aime bien Pépé, je le trouve cool. Il est élégant. C'est un homme à femme, le macho cubain dans toute sa splendeur. Il a une présence assez paternelle. Pépé et Roberto Turner se connaissaient. Quand je rencontre Rob, il me donne tout de suite l'impression d'être quelqu'un d'authentique, d'attentionné, toujours prêt à rendre service sans rien attendre en retour. Rob sait que je suis fauché et que j'ai besoin d'argent. Alors il me propose du travail. Je lui ai dit, si tu veux que je fasse de la peinture, je peux le faire. Si tu veux que je rebouche des trous ou que je fasse des petits travaux, pas de problème. Tant que ça reste dans mes capacités physiques, tout me va. Au départ, je fais beaucoup de peinture. Mais environ une semaine après mon installation au cottage, les choses prennent une tournure assez sinistre. Un jour, il me dit, il faudrait que tu ailles à Buck Mountain Road pour repeindre un sol. Sers-toi de cette peinture. Il me donne 15 litres de peinture à base d'huile. Je dois le faire avec de la peinture à l'huile. Et je dois appliquer autant de couches que possible. Je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi repeindre un sol qui va ensuite être recouvert de moquettes? Ça n'a aucun sens pour moi. Mais quand j'ai vu le sol en question, j'ai constaté qu'il était recouvert de sang. J'essaie de me dire que ce n'est pas ce que je crois et que c'est impossible. À ce moment-là, je me rends compte que j'en ai trop vu et que j'en sais trop. C'est impossible qu'il me laisse repartir vivant. Le lendemain, je retrouve un sac rempli d'armes dans ma chambre. Il y a un calibre 45, un 9 mm, un calibre 22, un fusil et un AK-47. On me demande de les démonter, de les nettoyer à la javel et à l'ammoniac et de m'assurer qu'il n'y a plus rien dessus. Plus d'empreintes, plus d'ADN, plus rien. Au moment où je touche ces armes, je comprends tout de suite à quoi elles ont servi. Et je comprends aussi que je suis coincé. C'est une sensation horrible, parce que je suis en train de détruire les preuves qui auraient permis aux gens de me croire. Donc, c'est à double tranchant. Je fais mon possible pour qu'ils voient que je les ai nettoyés, mais sans effacer toutes les traces. Puis je les enveloppe dans des sacs et je les remets dans le sac de sport. L'une des premières questions que je pose à Donnie, après qu'il nous a raconté son histoire, c'est « Pourquoi ne pas avoir contacté la police ?» Mais Donnie nous a dit l'avoir fait. Il est allé voir Anthony Harris, qui à l'époque était le chef du poste de police de Freeland. Je suis allé voir le chef Harris parce que je me suis dit que c'était le mieux à faire. Je l'ai vu dans la rue. Il était devant la supérette. Je suis allé le voir en lui disant que j'avais des informations à lui communiquer et que j'avais peur. Que je ne voulais pas le dire, mais que je ne supportais plus qu'on m'utilise. Je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Et il me répond, occupez-vous de vos affaires. Ça pourrait vous arriver à vous aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? J'entre dans la supérette et quand je ressors, il n'est plus là. J'espère qu'il ne va rien dire. Je rentre au cottage et je vois le chef Harris sortir par la porte d'entrée.
Dès que je franchis le seuil, tout le monde se tait. Quelqu'un m'a frappé. On aurait dit une meute de hyènes. Ils me collent un flingue sous le menton en me traitant de balance et en me disant qu'ils allaient me tuer. J'arrive à m'en sortir en leur disant qu'il a mal compris ce que je lui avais dit, que je ne sais pas de quoi il parle et que je lui ai jamais dit ça. Puis après m'avoir passé à tabac et m'avoir entendu répéter que je n'avais rien fait, il me laisse repartir. Mais tous mes espoirs de pouvoir m'enfuir s'envolent instantanément. Chaque jour, je vis dans l'attente de me faire tuer. J'essaie de me faire aussi petit que possible, parce que je sais que si j'attire l'attention sur moi, ça peut m'être fatal. Une fois qu'ils vous ont piégé, c'est fini. Il n'y a plus d'issue. Vous êtes coincé. Les enquêteurs interrogent un témoin. C'est Donnie Warren. Il leur indique que José Pepe Herrán a en effet disparu et qu'il a vécu à Freeland en 2015. On sait que la dernière fois que la famille de Pepe a eu de ses nouvelles, c'était le 13 novembre 2015. Donc, grâce au témoignage de la famille et aux informations fournies par Donnie Warren, on tient une piste. Donnie a pu nous donner plus de détails sur ce à quoi ressemblait sa vie et celle des autres résidents au cottage. Tout gravite autour du cottage, c'est certain. Roberto Turner se sert du cottage pour contrôler les gens. La plupart de ces gens sont des personnes en difficulté, qui ont des addictions, ou qui ont juste besoin d'un toit. Rob est très doué pour repérer les faiblesses des gens et il s'en sert pour les manipuler. Les gens ont très peur de Roberto Turner et il se nourrit de ça. On entend pas mal de rumeurs à son sujet. On nous dit que Turner et le chef de la police sont amis, qu'ils sont souvent aperçus ensemble. Intégrer le cercle de Turner, c'est un peu comme rejoindre la mafia. Vous devenez un de ses sbires. Sa devise, c'est à la vie, à la mort. C'est nous contre le reste du monde. Des rumeurs disent qu'on est tous des satanistes, qu'on sacrifie des animaux, qu'on a une secte, que Rob préside les rassemblements sur un trône en buvant dans un crâne et qu'on est endoctriné. Les gens le comparent à Charles Manson. Et il y a David Alzugaray. Dave est le robot personnel de Rob. Il fait tout ce que Rob lui demande. Dave le suit partout. Il est toujours à quelques mètres de Rob. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit qu'ils étaient frères, mais Rob était exécrable avec Dave. Donc j'ai vite compris qu'ils n'étaient pas réellement frères. Ils étaient juste proches. Dès que Rob dit quelque chose, Dave obéit au doigt et à l'œil, sans poser de questions, sans hésitation. Dave croit à la santeria et au vaudou. Il possède tout un tas d'objets rituels liés à la magie noire et à la santeria. Il a une pierre rituelle avec un visage gravé dessus. Une fois, Dave a fait quelque chose qui a rendu Rob complètement fou. Alors, pour se punir pour ce qu'il avait fait, Dave a pris cette pierre sculptée et s'est frappé le visage avec, jusqu'à être complètement en sang. Il a dit, « Par ce pacte de sang, je m'engage envers toi. Tu es mon frère, je te donne ma vie. » C'était surréaliste. Même en le disant, j'ai du mal à y croire. Le voir faire ça, c'était surréaliste. J'avais jamais assisté à ça. Roberto Turner possède plusieurs propriétés dans les comtés de Luzerne et de Carbone.
Donnie Warren dit aux enquêteurs que Roberto détient des armes et leur indique l'endroit où il pourrait trouver des explosifs C4. La propriété de Buck Mountain Road est immense. Turner y stocke pas mal de choses. Quand il fait des travaux en ville, il ramène les débris de ses chantiers sur la propriété de Buck Mountain Road pour les brûler. On retrouve 2 tas de débris carbonisés. L'un des deux est assez conséquent et l'autre est plus petit. Ils sont situés à 2 endroits différents. Le mandat de perquisition mobilise au moins 40 ou 50 enquêteurs et la propriété est divisée en différentes sections. On se dit que cette perquisition va jouer un rôle crucial dans l'enquête. C'est le cas notamment parce qu'elle nous permet de confirmer ce que Donnie Warren nous a dit sur la propriété. Au bout de 2 ou 3 jours de fouilles dans les tas de débris brûlés, on commence à trouver des fragments. C'est comme reconstituer un puzzle. Ça ne ressemble pas à un livre ou à du matériel brûlé. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça ressemble à des fragments d'os. On retrouve des fragments d'os. Un anthropologue judiciaire détermine qu'il s'agit de fragments de crâne humain. Quelqu'un à qui il manque autant de fragments de crâne ne peut pas être vivant, donc on en déduit que c'est peut-être Pépé. Sinon, qui ça peut bien être? Sur la propriété de Roberto Turner, les enquêteurs retrouvent également des explosifs C4 qui ont été volés sur une base militaire, ce qui conduira à l'arrestation de David Alzugaray et Roberto Turner. Comment allez-vous? Bien, et vous? Qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir Turner en prison pour lui parler de l'incendie criminel. C'est une caméra. J'ai pas envie d'être filmé. C'est rien. C'est pour notre sécurité à tous les deux. Vous allez me poser des questions? Oui? J'adorerais y répondre, mais pas comme ça. Discutons simplement. D'accord. C'est horrible ce qui s'est passé. Et c'est très très grave. À chaque nouvelle découverte, on se dit que rien ne pourrait être pire. Puis on trouve pire. Bon, je vais vous parler. Coupons cette caméra. Roberto Turner me dit qu'il ne veut pas parler devant la caméra et il me demande de l'éteindre. Il nous dit qu'il va nous divulguer des informations sur Pépé. Je l'éteins une seconde. C'est là qu'il m'explique qu'il a demandé à David Alzugaray et à Pépé d'emmener des débris de chantier sur le terrain de Buck Mountain Road et de les brûler comme à leur habitude. Mais il est inquiet parce qu'il y a de l'animosité entre eux. Il a eu un mauvais pressentiment. Alors il va vérifier ce qu'ils sont en train de faire. Roberto me raconte qu'en arrivant, il a tout de suite crié « Pépé, Pépé, Pépé !» Puis, Dave est sorti du poulailler et a fait signe à Roberto. Roberto lui demande « Où est Pépé ?» Et il me dit « Vous n'imaginez pas ce qu'il lui a fait. Pépé était mon ami. J'ai dû regarder mon ami mourir. » Je travaille au siège de la police d'État et on reçoit un appel de la prison disant que David Alzugaray veut parler aux forces de l'ordre. C'est quoi ça? 2 ou... À votre avis? Des couteaux. Je vois ça. Ah, coupe. Je vois. Ça veut dire, restez tranquille. Sinon, voilà ce qui va vous arriver. Si tu veux savoir ce qu'il insinue, il va te le dire. Oui.
J'aimerais bien savoir. Ok. J'enroule mon bras autour de la victime et je lui tranche le cou. C'est ce que vous faites quand vous voulez tuer quelqu'un? Oui. David Alzugaray avoue que c'est lui qui a tué Pepe. Il l'a tué à Buck Mountain Road. Il indique que Roberto Turner n'a rien à voir avec le meurtre de Pepe. Le vendredi 13 novembre, David Alzugaray et Pepe se rendent à l'adresse de Buck Mountain Road. Ils se disputent. Pepe et Turner sont amis. Ils s'entendent même très bien. Et David est très jaloux de Pepe parce qu'il a l'impression que Pepe prend sa place ou qu'il empiète sur son amitié avec Turner. Donc, il y a des tensions latentes entre David Alzugaray et Pepe. David avoue finalement qu'il a tiré sur Pepe et l'a tué. Il l'a démembré, puis a mis les membres dans des seaux. Il l'a découpé comme un boucher. Ensuite, il a jeté Pepe dans la rivière Lehigh. David Alzugaray dit l'avoir découpé en morceaux tellement petits qu'il serait impossible de le retrouver. J'ai enquêté sur des meurtres pendant 19 ans et demi. Et d'après mon expérience, il arrive très rarement que le meurtrier avoue tout. David, lui, est très factuel, très direct. Mais on se dit qu'il en fait un peu trop pour nous convaincre qu'il est le seul responsable et que tout est uniquement de sa faute. Roberto avait une emprise sur David, un peu comme sur vous. Oui, Mais c'était pire avec Dave. est-ce qu'on est d'accord sur le fait que Dave est un peu instable au point de pouvoir devenir violent? Oui, c'est certain. Et que parfois il devient violent, pas de son plein gré, mais parce que Rob lui demande de le faire. On se rend à la rivière. On fouille la rivière Lehigh. Et on ne trouve rien. À ce moment-là, on se dit qu'il nous a menti et qu'il couvre quelqu'un. C'est là qu'Alba Vera est revenu sur sa déposition. On l'a mise sous protection. Alba a vécu au cottage. Elle aidait Roberto Turner en gardant ses enfants. Qu'est-ce qu'Alba a pu voir, a pu faire ou a pu vous dire? Alba est gentille avec moi. C'est comme une petite sœur pour moi. J'ai un peu de peine pour elle parce qu'elle se fait manipuler. Elle est complètement endoctrinée. Elle s'est même fait tatouer le prénom de Rob. Elle s'est retrouvée dans cette situation comme moi, en répondant à une offre d'emploi dans le journal. Puis ils l'ont convaincue d'emménager là-bas. Ils lui ont fait à peu près la même chose qu'à moi. À ce moment-là, Alba ne vit plus au cottage. Elle a changé de vie. Elle s'est échappée. Elle n'est plus sous la coupe de Turner. On lui demande ce qu'elle sait sur Pepe. Elle est honnête et elle nous révèle les secrets du cottage. En 2015, Roberto Turner lui a demandé de nettoyer plusieurs instruments qui étaient tranchants. Il lui a dit où les cacher ensuite. Elle nous parle des armes et de tous les outils tranchants qui sont encore au cottage. On se rend donc sur place. On monte au grenier. On retire l'isolant tout au fond du grenier et c'est là qu'on les trouve. Il y a des munitions, des outils tranchants,
des couperets, des machettes et d'autres objets de ce genre. Alba nous apprend qu'elle a entretenu une relation amoureuse avec Roberto Turner. Lui a commencé à douter de la loyauté d'Alba. Un jour, Alba, Roberto Turner, David Alzugaray et Pepe se rendent sur la propriété Bug Mountain Road. Turner donne une arme à Alba et lui dit « Je veux que tu tues Pepe ». Alba Vera est presque prête à tout pour être aimée de Roberto Turner. Elle se dit que si elle tue Pepe pour lui, ça lui permettrait de lui prouver sa loyauté. Elle lève le pistolet. Mais elle ne réussit pas à tirer. Elle s'effondre. Elle se met à trembler de manière incontrôlable et à pleurer. C'est à ce moment-là qu'il lui dit qu'il voulait juste tester sa loyauté envers lui. Au moment de passer à l'acte, elle renonce. Ce n'est pas une tueuse. Roberto Turner comprend donc qu'elle n'aurait pas le courage de le faire. Alors il change de plan. La veille du vendredi 13, Alba entend des bruits provenant du sous-sol du cottage. Elle descend voir ce qu'il se passe. Elle y trouve Roberto Turner et David Alzugaray en train de manipuler des munitions. Ils avaient fabriqué des cartouches à blanc, ce qui les rend inoffensives. Après avoir fabriqué ces cartouches, ils donnent à José Herán une arme chargée de ces munitions à blanc. Le vendredi 13 novembre, je prête mon téléphone à Pepe pour qu'il puisse appeler sa mère. Puis environ 30 ou 45 minutes plus tard, ils l'ont emmené. J'essaie de me dire, non, ils vont pas faire ça, c'est impossible. Mais je me mens à moi-même. Quand ils arrivent là-bas, David Alzugaray sort un revolver calibre 22 et il lui tire dessus. José Herán tire en retour. Mais comme ce sont des cartouches à blanc, il ne s'est rien passé. David le poursuit en continuant à lui tirer dessus. José reçoit au moins 5 balles. Puis Roberto Turner s'approche de José Herán et l'achève d'une balle à l'arrière de la tête. Selon David Alzugaray, ils l'ont ensuite découpé en tout petits morceaux et ils l'ont mis dans des seaux bleus. Cet homicide a été soigneusement orchestré par Roberto Turner. Peu de temps après, Donnie voit le van revenir, avec seulement 2 personnes à l'intérieur, Turner et Alzugaray. Ils sont en train de rire et ils ont ramené la tête de Pepe dans un seau qu'ils ont mis à l'arrière du van. Ça m'a horrifié. Vous pensez que c'est cette nuit-là que Pepe a été brûlé? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est Dave et Rob qui me l'ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont découpé en morceaux et ils l'ont fait fondre. Dave est taré. Il a mis un lambeau du visage de Pepe sur lui en disant « Je suis Leatherface ». Regardez-moi, je suis Leatherface. Ça le fait rire. Il a retiré la peau du visage de Pepe et il l'a collé sur le sien en disant pour rire qu'il était Leatherface. J'arrive pas à effacer cette image de ma tête. Je n'arrive pas à ne pas y penser. J'en fais encore des cauchemars aujourd'hui. On pense que Turner a fait ça par jalousie. Pepe est un bel homme, intelligent, qui s'exprime bien. Les femmes lui accordent de l'attention, elles le trouvent attirant. Et ça ne plaît pas à Turner. Il veut que Pepe soit à sa botte, qu'il le suive partout, mais ce n'est pas le cas. Roberto Turner est très paranoïaque. Ils ont tué Pepe un vendredi 13 novembre. Je ne sais pas s'ils ont fait ça pour donner une image encore plus effrayante de Roberto.
Lisa Robles, la petite amie de Roberto Turner et la mère de ses enfants, finit par se manifester pour raconter ce qu'elle a vécu cette nuit-là. Elle se lève pour aller aux toilettes et elle constate que Roberto et David cuisinent. Elle pense que c'est du steak. Elle demande à en goûter un morceau et Roberto lui répond non. Il dit « c'est Pépé ». Voilà ce qu'elle a raconté. Apparemment, avec les restes de Pépé, ils ont fait des sandwichs. Ils invitent du monde. Rob fait tout un cinéma en disant que c'est une recette spéciale et que ce sont des sandwichs cubains. Moi, je sais ce que c'est. Je suis écœuré. Je suis choqué. C'est l'une des choses les plus macabres que j'ai jamais vues de ma vie. Pas tant à cause de l'acte en lui-même, mais à cause de leur attitude et des rires. On aurait dit qu'ils fêtaient un anniversaire. J'étais tellement dégoûté que j'en ai vomi. On a plusieurs preuves, dont l'arme qui a servi à tuer Pépé. On sait que c'est David Alzugaray qui a appuyé sur la détente de ce revolver calibre 22. On a le Glock, un 9 mm qui a été chargé avec les cartouches modifiées. On a un dossier solide. Alors, en février 2020, on met en examen David Alzugaray et Roberto Turner pour le meurtre de José Herán, surnommé Pépé. Les journalistes posent des questions à Turner sur l'affaire. J'en ai aucune idée. Demandez au chef de la police. Mais David a déjà avoué l'avoir tué. Demandez au chef de la police. Il fait référence au chef Anthony Harris de la police de Freeland. Des témoins nous disent également que Roberto Turner et le chef Harris sont amis. On dit au chef Harris qu'on reprendra contact avec lui. C'était un vendredi. Mais le lundi, Anthony Harris s'est suicidé. Quels sont les pronostics? Je vais gagner ou je vais perdre? Le procès dure plus d'une semaine. Le jury délibère pendant 6 heures avant de le déclarer coupable de tous les chefs d'accusation de meurtre prémédité et d'incendie criminel. Il est condamné le jour d'Halloween, ce qui est assez symbolique. Parfois on gagne, parfois on perd. C'est ça de prendre des risques. David Alzugaray finit par accepter un arrangement et plaide coupable d'homicide involontaire avec une peine fixe, dont la durée s'est finalement transformée en perpétuité. Que sa culpabilité soit reconnue pour tous les chefs d'accusation, c'est pour moi le plus important pour rendre justice à la mère et à la fille de José Herán. Il était tout pour elles. Il veillait toujours à leur bien-être. C'était le pilier de la famille. Roberto Turner et David Alzugaray font partie des monstres les plus abjects et les plus diaboliques que j'ai vus dans ma carrière. Il était crucial qu'on l'arrête, parce que qui sait de quoi il aurait encore été capable, ou ce qu'il avait pu faire dans le passé qu'on ignorait. Je suis convaincu qu'il a fait d'autres victimes. Mais on ne le saura jamais à moins que d'autres personnes ne témoignent. Alba avait constamment peur de se faire tuer. Encore aujourd'hui, elle dit avoir peur de Roberto Turner, même s'il est en prison à perpétuité. Après toute cette souffrance, j'espère que quelque chose de positif ressortira de son arrestation et de sa condamnation. C'est invraisemblable. On ne s'imagine pas que des gens puissent commettre de telles atrocités ailleurs que dans un film d'horreur.